Dombé était un petit village niché dans les collines verdoyantes du royaume de Sangala. Entouré de champs de mil, de palmiers et de ruisseaux paisibles, le village semblait hors du temps. La vie y était simple, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. Les hommes partaient au champ au lever du soleil, les femmes allaient puiser l'eau au ruisseau ou préparaient les repas au feu de bois, et les enfants jouaient entre les cases de terre battue, insouciants. Les habitants de Dombé formaient une grande famille. Chacun connaissait les autres, leurs histoires, leurs ancêtres. Le soir venu, ils se retrouvaient sous le grand baobab au centre du village. On partageait les nouvelles, on racontait des contes, on riait, on chantait parfois. C'était un endroit chaleureux, où la solidarité était la règle. S'il arrivait quelque chose à une seule personne, tout le village en parlait dès l'aube suivante. Rien ne restait secret bien longtemps. Mais ce qui rendait Dombé si paisible devint aussi sa faiblesse. Car quand la peur entra dans le village, elle se répandit aussi vite que les nouvelles, s'infiltrant dans chaque case, chaque cœur. Tout avait commencé quelques lunes plus tôt. Une jeune femme du village, Nama, fut retrouvée sans vie près du champ de son père. On crut d'abord à un accident, une chute, une morsure d'animal. Mais ce qui troubla tout le monde, ce furent les marques sur son cou. 2 petites plaies, nettes, semblables à des morsures. Le guérisseur du village, le vieux Mabanda, examina le corps, fronçant les sourcils. Il n'avait jamais vu rien de tel, peut-être un serpent, murmura-t-il, mais aucun n'avait été aperçu près d'elle. On enterra Nama dans le silence, le cœur lourd. Mais à peine 2 semaines plus tard, une autre jeune femme, Salina, fut retrouvée dans les mêmes conditions. Même position allongée, même pâleur sur le visage, mêmes marques étranges au cou. Cette fois, la peur commença à s'installer sérieusement. 2 morts mystérieuses, et toujours le même signe. Le chef du village, le vieux Bakari, homme respecté pour sa sagesse, convoqua un conseil sous le baobab. Il écouta les anciens, les chasseurs, les femmes du village. Tous parlaient bas, comme si leur voix pouvait réveiller quelque chose dans l'ombre. Finalement, Bakari envoya un groupe de chasseurs dans la forêt dense qui bordait Dombé, à la recherche d'un serpent inconnu, peut-être une bête venimeuse jamais vue auparavant. Mais les chasseurs revinrent bredouilles. Pas la moindre trace d'un reptile étrange. Et pendant qu'ils étaient partis, une 3e femme fut retrouvée morte, cette fois près du puits du village. Le silence tomba sur Dombé comme un linceul. Les rires du soir disparurent. Les femmes restaient cloîtrées, surtout la nuit. Les mères disaient à leurs filles, ne marche plus seule, pas même en plein jour. On verrouillait les cases, on priait les esprits des ancêtres. Mais rien ne changeait. Le mal rôdait toujours. Petit à petit, la peur rongea la confiance. Les gens commencèrent à se soupçonner les uns les autres. Peut-être qu'un maléfice avait été lancé. Peut-être qu'un esprit vengeur était à l'œuvre. Ou peut-être, quelqu'un parmi eux cachait un secret. Les regards devenaient méfiants, les salutations plus rares. Même le vieux Bakari semblait impuissant. La vie continua, certes, mais ce n'était plus la même. Le village si joyeux de Dombé devint silencieux, et dans les yeux des habitants, on lisait la même question muette, qui sera la prochaine? Parmi tous les visages de Dombé, un seul semblait échapper à l'angoisse ambiante, celui de Kalilou. Grand, le dos droit, les muscles dessinés par les longues heures passées à tailler la pierre et le bois, il était le constructeur le plus talentueux du village. Sa peau sombre brillait sous le soleil, et ses yeux, d'un brun profond, semblaient toujours cacher un mystère. Quand il parlait, sa voix était douce, profonde, presque mélodieuse. Il avait ce don rare de faire sentir chaque femme unique. Kalilou était beau, mais pas seulement. Il était sûr de lui, séduisant sans jamais paraître présomptueux. Lorsqu'il marchait dans le village, les femmes ralentissaient, espérant croiser son regard. Et lorsqu'il les regardait, elles rougissaient, riaient nerveusement, oubliant un instant les morts récentes et la peur qui pesait sur le village. Il semblait au-dessus de tout ça. Intouchable. Mais ce que personne ne savait, c'est que Kalilou était bien plus que ce qu'il montrait. Sous son sourire tendre se cachait une noirceur profonde. La peur des femmes, les avertissements des mères, les corps retrouvés sans vie, rien de cela ne l'atteignait. Il continuait à vivre comme si de rien n'était. Il savait que personne ne le soupçonnerait. Après tout, qui pourrait croire qu'un homme aussi parfait puisse être la source d'un tel mal? Chaque femme qu'il désirait, il l'obtenait. Ce n'était qu'une question de temps, de patience, de paroles bien placées. Il les attirait lentement, leur offrait son attention, les faisait se sentir vues, spéciales, précieuses. Puis, lorsqu'elles étaient prêtes, il les invitait dans sa hutte, à l'écart du village, là où personne ne viendrait les chercher. Sa hutte, construite de ses propres mains, était simple mais propre, avec une grande natte tressée et une lampe à huile dont la flamme vacillante donnait une atmosphère presque magique. Les femmes s'y sentaient en sécurité. Kalilou y était toujours tendre, attentif, charmeur. Mais au fil de la nuit, une question étrange revenait toujours.
Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent? Les femmes riaient, pensant à une devinette. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Kalilou sifflait. Un son doux, aigu, presque musical, qui flottait dans l'air comme une brume. Alors, quelque chose changeait. Une sensation de malaise s'installait. L'air devenait plus lourd. Puis elle le voyait, un serpent sombre, fin, aux yeux brillants, qui sortait lentement des vêtements de Kalilou, glissant le long de sa jambe comme une ombre vivante. Les femmes restaient figées, paralysées par la peur. Le serpent s'enroulait autour de leur corps lentement, caressant leur peau froide. Puis, d'un geste vif, il mordait. Toujours au cou. Toujours les mêmes marques, nettes, profondes. Le venin agissait rapidement. En quelques minutes, elles s'effondraient, leur corps agitant les bras légèrement, le souffle court. Et Kalilou les regardait sans un mot, sans un geste. Le lendemain, on retrouvait le corps sur la place du village. La même mise en scène. Les mêmes marques. Le même mystère. Mais jamais personne ne songeait à accuser Kalilou. Il était trop beau, trop poli, trop parfait. Et pendant que les villageois pleuraient les morts, cherchant un serpent qui n'existait peut-être pas, Kalilou continuait de charmer, de sourire, de tendre la main vers une nouvelle proie. La peur régnait, mais elle épargnait celui qui en était la source. Un matin, alors que le soleil émergeait doucement derrière les collines de Dombé, une silhouette apparut sur le sentier principal du village. C'était une femme, grande, fine, marchant avec une aisance rare. Son nom était Nia. Elle venait de loin, prétendument pour rendre visite à sa tante vieillissante, Matano, qui vivait à la lisière et du village. Mais la vérité était tout autre. Nia portait en elle un objectif silencieux, un feu ancien nourri par la douleur. Quelques mois auparavant, sa meilleure amie, Sally, avait été retrouvée morte dans un autre village, à la manière exacte des femmes de Dombé. Le cou mordu, la peau froide, les yeux ouverts sur l'invisible. Avant de mourir, Sally lui avait parlé d'un homme étrange et fascinant qu'elle venait de rencontrer. Il était beau, charmant, et semblait la comprendre mieux que personne. Elle ne lui avait jamais dit son nom. La douleur de perdre Sally avait laissé Nia en miettes. Mais la douleur se transforma en détermination. Elle mènerait l'enquête. Elle trouverait celui qui se cachait derrière ce mystère. Et ses recherches la menèrent, lentement mais sûrement, jusqu'à Dombé. Dès son arrivée, elle attira l'attention de tous, y compris celle de Kalilou. Mais contrairement aux autres femmes, Nia ne baissa pas les yeux, ne rougit pas, ne sourit pas bêtement à son passage. Quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, elle le fixa droit dans les yeux, le visage parfaitement calme. Kalilou en fut troublé. Il n'était pas habitué à ce qu'une femme lui résiste. Cela le piqua dans son orgueil. Il décida qu'il la voulait, qu'elle serait la prochaine à succomber. Il essaya ses premières approches, porter son panier, engager la conversation, offrir un fruit bien mûr. Nia restait polie, mais distante. Elle ne lui offrait que des réponses courtes, neutres. Jamais un sourire, jamais un rire. Kalilou, au lieu de se lasser, devint obsédé. Il la suivait du regard quand elle marchait vers le marché, il se glissait à proximité du champ où elle aidait sa tante. Il attendait qu'elle cède. Mais elle ne cédait pas. Alors, il changea de tactique. Il se fit silencieux. Il ne la salua plus, ne la poursuivit plus. Il la laissa venir. Et après plusieurs jours, Nia le remarqua. C'était ce qu'elle attendait. Elle s'approcha lentement, l'air curieux. « Tu ne me parles plus ?» demanda-t-elle. Kalilou haussa les épaules, l'air distant. Il jouait son rôle. Elle tombait dans le piège, pensait-il. Mais en réalité, c'était lui qui tombait dans le sien. Un soir, il lui proposa une promenade. Nia accepta. Le vent était doux, les feuillages dansaient au rythme des grillons. Ils marchèrent longtemps. Kalilou fut doux, réservé, presque timide. Il voulait la rassurer, l'attirer dans son monde. Puis vint l'inviter, « Viens à ma hutte demain soir. Je voudrais te montrer quelque chose. » Nia hocha la tête. « D'accord. » Mais ce que Kalilou ignorait, c'est que Nia avait tout prévu. Avant de venir à Dombé, elle avait consulté une oracle dans son propre village. Celle-ci lui avait parlé d'un homme maudit, possédé par le pouvoir d'un serpent intérieur, capable de séduire et de tuer. L'oracle lui avait donné un objet sacré, une flûte d'os capable de contrer le sifflement maudit de Kalilou et de prendre le contrôle du serpent. Mais pour que cela fonctionne, il fallait attendre le bon moment. Il fallait que Kalilou croie avoir gagné. Et ce moment approchait. Le lendemain soir, Nia irait dans sa hutte. Mais elle ne serait pas une victime. Elle serait la fin de son règne de mort. La nuit était tombée sur Dombé comme un voile épais, silencieux. Les bruits du village s'étaient tus, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Une brise légère faisait frémir les feuilles des palmiers, et la lune, ronde et blanche, veillait seule sur les toits de chaume. Nia s'était préparée avec soin. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon serré,
enveloppait son corps d'un panier sombre, et glissait dans son dos la flûte d'os donnée par l'oracle. Elle n'était pas armée de lance, ni de poison, mais de sagesse, de stratégie, et d'un courage silencieux. Elle n'était pas une guerrière, mais elle était venue pour combattre. La hutte de Khalilou se dressait à la périphérie du village, isolée, comme si déjà la mort l'avait marquée. Une faible lumière filtrait entre les nattes. Nia inspira longuement et entra. Khalilou était là, assis, torse nu, entouré de bougies. Il sourit doucement, comme s'il était sûr de lui. Il lui tendit la main, qu'elle prit sans trembler. Il l'invita à s'asseoir sur la natte. L'atmosphère était étrangement paisible. Khalilou, cette fois, n'était pas pressé. Il lui parla doucement, lui raconta des histoires, des souvenirs, des mensonges. Nia hochait la tête, jouant le jeu. Puis vint le moment attendu. La même question, chuchotée comme un sortilège. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et celle d'un serpent? Nia sourit légèrement, comme fasciné. Khalilou se leva, se mit à siffler, ce sifflement envoûteur qui avait paralysé tant de femmes. Le sol sembla frissonner. Des ombres bougèrent dans un coin de la hutte. Le serpent émergea lentement, sinueux, hypnotique. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Il se glissa jusqu'à Nia, s'enroula autour de sa jambe. Mais au moment où il allait mordre, Nia sortit la flûte et souffla une note longue, claire, pure. Une onde sembla traverser la pièce. Le serpent s'arrêta, leva la tête, surpris. Khalilou chancela. Il tenta de siffler de nouveau, mais aucun son ne sortit. Ses yeux s'élargirent de stupeur. La flûte continuait de jouer. Le serpent, lentement, détacha son corps de celui de Nia, puis se tourna vers Khalilou. Il rampa vers lui, plus vite, plus agressif. Khalilou recula, désespéré. Il comprenait que le charme était rompu. Il n'était plus le maître. Dans un ultime cri, il tenta de fuir, mais le serpent sauta et le mordit à la gorge. Une morsure féroce, brutale, finale. Khalilou s'écroula, tremblant, les yeux vidés de leur pouvoir. Le poison se répandit rapidement. Ses muscles se figèrent, son souffle devint rauque, puis s'arrêta. Nia rangea la flûte. Le serpent, maintenant libéré de son emprise, rampa lentement hors de la hutte pour disparaître dans la nuit. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent le corps de Khalilou. Autour de lui, pas de traces de lutte. Juste cette même morsure au cou. Ironie du destin. Nia resta silencieuse. Elle ne raconta jamais ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais les morts cessèrent. Les femmes ne disparurent plus. Le village retrouva peu à peu sa paix, son rythme, ses rires. Et au centre de ce renouveau, il y avait Nia, la femme qui avait affronté le mal, non avec la force, mais avec le courage et la foi. La fin de Khalilou marqua la fin d'une époque sombre. Et Dombé, une fois encore, se remit à vivre.